Vous êtes très bienvenue à Mékik. On vous remercie d'être là, Capellite et nous-mêmes la Galerie Mékik, pour cette soirée, la soirée de... c'est quoi cette soirée? Du pain et de la liberté. Ben voilà, je vais mettre le sujet, c'est un petit peu. De toute façon, c'est une soirée de discours. Tout le monde connaît, vous connaissez beaucoup mieux que moi Vincent Badaï. Il est avocat, il exerce le métier il exerce le droit ici à Montréal. Il est très connu, pas seulement pour le métier qu'il exerce, mais surtout pour ses actes humanitaires. Vincent est un démocrate, c'est un homme très très correct, c'est un homme respectable. Moi, vraiment personnellement, je l'adore, tous les gens qui le connaissent, je crois. Le sujet qu'il a choisi pour aborder ce soir, c'est un sujet très intéressant, très à jour toujours, et très important surtout pour nous, les gens qui sont d'origine de ce côté du monde. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il va dire Vincent aujourd'hui, enfin ce soir, mais je crois qu'on doit noter nos questions pour qu'après nous aurons un débat de toute façon. Certainement. De poser des questions. Bien sûr. Alors, tu vas commencer. Merci. Alors merci à Capellite, merci à Mékik pour cette invitation, pour cet accueil dans cette galerie. Alors comme vous l'avez mentionné, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui se nomme « Du pain et de la liberté, réflexion sur une vision unifiée des droits humains ». Alors l'année 2011 fut riche en événements historiques. Le même mois que le président déchu Ben Ali quittait la Tunisie, je crois bien le 14 janvier 2011, l'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, venait d'atteindre 231 points, soit son plus haut niveau depuis que la FAO a commencé à mesurer en 90 les prix des denrées alimentaires. Déjà en 2007 et 2008, plusieurs centaines d'émeutes, ce qu'on a qualifié les émeutes de la faim, avaient éclaté un peu partout dans le monde. Dans de nombreux pays africains, en Haïti, aux Philippines, au Mexique, en Indonésie, en Égypte. En avril 2008, il y a eu des morts en Haïti. Beaucoup de manifestants criaient que si le gouvernement n'était pas capable de nourrir son peuple, ce n'est pas un gouvernement. Donc cette combinaison d'envolée des prix alimentaires et de la situation économique mondiale a fait basculer des centaines de milliers de personnes dans la pauvreté et la faim. Il y avait eu des émeutes auparavant en Égypte, par exemple en 1977, qu'on appelait les émeutes du pain, où, pour calmer un peu le jeu, le Raïs Moubarak avait fait cuire par l'armée du pain pour nourrir les personnes et pour que les manifestations et les mouvements sociaux soient bien contrôlés. Voire donc brandir le pain, comme vous pouvez le constater. C'est vrai que c'est une baguette. Un ami me mentionnait que c'était un symbole de colonialisme plus qu'autre chose. Enfin, c'était une baguette qu'on brandissait dans les rues de Tunis. C'était quand même un signe de contestation. C'était pas surprenant, mais rappelait également au gouvernement l'importance des droits économiques, sociaux et culturels. Les cris et les slogans des manifestants étaient somme toute un appel à vivre dignement, libérés de la terreur et de la misère. N'était-ce pas là ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme mentionnait comme la plus haute aspiration des êtres humains? Alors comme nous le verrons dans notre discussion de ce soir, le besoin de reconnaître
l'importance des droits économiques, socio-culturels et d'assurer leur effectivité était et reste criant. Est-ce que ces bouleversements politiques que je viens de mentionner seront suffisants pour enrichir les droits économiques, socio-culturels, trop souvent considérés comme les parents pauvres des droits humains? Est-ce aujourd'hui possible de détruire, voire de fissurer le mur qui est érigé entre les droits économiques, socio-culturels et les droits civils et politiques? Ou doit-on finalement se résigner à tolérer les violations des droits économiques, socio-culturels? Ou est-ce que le temps n'est pas venu de mettre en œuvre effectivement les droits économiques, sociaux et dissiper les mythes? Alors, je vais vous parler, dans un premier temps, pour ceux qui sont un peu moins familiers, quels sont ces droits économiques, sociaux et culturels, pour ensuite m'intéresser à cette traversée du désert qu'ont subi les droits économiques, sociaux et culturels pendant des décennies. Là, on va parler également de l'histoire, parce qu'il y a quand même eu un schisme idéologique pour comprendre comment ça se fait qu'il y a eu cette hiérarchisation entre les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques. Bien entendu, on ne peut pas mentionner les droits économiques, sociaux et culturels sans parler de tout ce qui est la controverse qui entoure la nature des droits économiques, sociaux et culturels. On s'intéressera également aux défis qui sont liés à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Cette nécessité d'avoir un recours pour les victimes des violations des droits économiques, sociaux et culturels va nous amener à penser, à réfléchir un peu sur cette rhétorique qui vient de plus en plus, l'indivisibilité, l'interdépendance et l'universalité des droits humains. Bien entendu, on verra également comment cette contribution des instruments internationaux, régionaux et nationaux des protections des droits de la personne ont revigoré les droits économiques, sociaux et culturels. Enfin, je vous parlerai du nouveau protocole facultatif qui se rapporte au pacte international relatif aux droits économiques et sociaux. Ce sera certainement un survol pour ne pas aller trop dans la technicalité juridique. Et finalement, je conclurai sur ça. Alors, c'est quoi les droits économiques, sociaux et culturels? Vous voyez, bon, il y a quelques images ici. C'est des images qui viennent de beaucoup d'ONG qui travaillent très très fort dans ce domaine-là. Droits économiques, sociaux et culturels, pour un titre d'exemple, vous avez le droit à la santé. Ce n'est pas le droit d'être en bonne santé, mais c'est bien le droit d'être dans un meilleur état de santé physique et mental possible. Les droits à un logement adéquat. Là, vous voyez, probablement, je pense que c'est une affiche une photo qui a été prise à Paris. Un toit, un droit. C'est le droit à un logement adéquat. Le droit à une nourriture suffisante. Vous avez ces chiffres incroyables sur la sous-alimentation. Le droit à l'eau potable également, ainsi que tout ce qui touche les dispositifs d'assainissement adéquats. Le droit à l'éducation, on entend souvent parler récemment, surtout au Québec. Les droits culturels des minorités, des peuples autochtones. Et bien entendu, le droit des travailleurs. Une citation de Louise Arbour, alors qu'elle était haut-commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme, où elle mentionne l'importance des droits économiques et socio-culturels. Sans vouloir lire tout le passage, elle précise bien entendu que cette importance ne saurait être surestimée, étant donné que la pauvreté et l'exclusion occupent une grande place parmi les facteurs qui menacent toujours la sécurité, aussi bien au niveau national qu'international, etc. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'elle précise que même dans les pays les plus prospères, la pauvreté et les inégalités flagrantes persistent, et de nombreux individus et groupes vivent dans des conditions qui constituent un déni de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il ne faut pas chercher nécessairement ailleurs. On est d'origines diverses, juste dans cette salle, mais au coin de la rue, on peut vraiment trouver beaucoup de violations des droits économiques, sociaux et culturels, donc on n'a pas finalement à aller bien loin. Alors ce bilan tragique et cette nécessité d'agir dans ce domaine-là, c'est des chiffres qui émanent notamment de tout ce qui était de ce qu'est les Nations Unies et les programmes qui ont mis sur place, et les chiffres qu'ils ont trouvés, c'était qu'il y a à peu près 1 milliard d'êtres humains qui sont gravement sous-alimentés. Alors c'est intéressant ici,
il n'y a pas très longtemps, il y avait le rapporteur spécial de Scooter qui était de passage au Canada. Et il avait fait une citation assez intéressante qui a eu des répercussions ou des paroles très désobligeantes à son égard de la part du gouvernement canadien. Il a mentionné que Canada has long been seen as a land of plenty. Yet today, 1 in 10 families, 1 in 10, 1 sur 10 quand même, with a child under 6 unable to meet their daily food needs. C'est quand même incroyable, là on parle du Canada. These rates of floods insecurity are unacceptable and it's time to Canada to adopt the national right to food strategy. Il semblerait que le Canada n'ait pas nécessairement une stratégie dans ce domaine-là. Il y a eu beaucoup de ministres du gouvernement Harper qui l'ont traité de condescendant, de ridicule, et qui ferait mieux de s'occuper de tout ce qui se passait ailleurs plutôt que de s'occuper des problèmes qui avaient lieu au Canada. 1 milliard de personnes sont remplacées dans des bidonvilles ou expulsées de force de leur foyer. Nous sommes sur le plateau Mont-Royal. J'ai trouvé cette statistique qu'un ami m'avait fait part. Le plateau, le logement social ne représente que 8% apparemment du stock des logements locatifs sur le plateau. Donc il y a une nécessité encore de logements sociaux parce que bon, le plateau s'est embourgeoisé et puis il y a beaucoup de personnes qui sont sans logis ou mal logées. 24 millions d'enfants n'ont pas de droit au vaccin essentiel. Il y a un ami chirurgien dentiste dans la salle, on avait parlé du programme fédéral de santé intérimaire. Très intéressant. Et je mentionne ici un article intéressant. Le programme fédéral de santé intérimaire, le gouvernement Harper, encore une fois, notamment le ministre Kenney, a tenté de le reformuler et de l'amender afin que des personnes comme des demandeurs d'asile, de refuge déboutés, donc qui avaient été rejetés, n'aient plus de droit à une aide médicale, à des soins médicaux ici au Canada. Pourtant, dans les engagements qu'avait pris le Canada dans ce domaine, on mentionne bien que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait mentionné que les États sont en particulier liés par l'obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s'abstenant de refuser ou d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes, dont, c'est très clair, les demandeurs d'asile et les immigrants en situation irrégulière, aux soins de santé, prophylactiques, etc. Et de s'abstenir d'ériger en politique d'État l'application de mesures discriminatoires. Concrètement, si on vient signer un pacte international, un traité international, où on s'engage d'agir de bonne foi, de respecter les dispositions notamment du droit à la santé, on ne peut pas se permettre, comme ça, de biffer tous les droits acquis de ces personnes-là en disant que bon, vous êtes réfugiés, vous avez été déboutés, c'est bien dommage, mais vous n'aurez plus le droit à un soin de santé. Donc vous êtes dans un état critique, vous faites, je ne sais pas moi, vous êtes allergique, vous êtes en train de faire une crise particulière, vous allez vous présenter à l'hôpital, désolé, on ne peut pas vous fournir de soins, même si c'est un soin qui doit être donné de façon urgente, parce que vous êtes dans une situation irrégulière, vous êtes un réfugié qui a été débouté de sa demande. 85 millions de personnes boivent de l'eau non potable. La déshydratation diarrhéique due au manque d'eau potable tue à peu près, c'est des chiffres incroyables, 2 millions d'enfants chaque année, en a tué davantage au cours des 10 dernières années que les conflits n'ont tué de personnes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 2,8 milliards de personnes vivent avec moins de $2 par jour. Est-ce que les statistiques proviennent de l'OMS? Pas nécessairement, pas uniquement de l'OMS, non, de d'autres organisations de l'OMS. L'eau potable, je peux vous préciser exactement d'où ils proviennent, mais c'est fort probable que ce soit l'OMS. 69 millions d'enfants en âge de scolarité ne sont pas scolarisés. 69 millions. Et parmi ces enfants, beaucoup de filles. 31 millions en Afrique subsaharienne, 18 millions en Asie du Sud-Est. Alors, je vais également vous parler maintenant de cette traversée du désert qu'ont subi les droits économiques, sociaux et culturels.
si je remonte finalement à la période de la Seconde Guerre mondiale, Franklin Roosevelt, en 1941, a émis pendant un discours à la nation, State of the Union, l'idée de ces 4 libertés. Parole, culte, affranchissement, du besoin et de la peur. C'est intéressant parce que bon, on est en train de vivre les conflits de la Seconde Guerre mondiale. Et puis on comprenait, et là vous avez des dessins de Norman Rockwell qui sont assez connus au niveau de ces 4 libertés, for freedom. Et on comprenait l'importance et le lien entre ces droits fondamentaux et bien entendu le fait qu'ils constituent finalement une seule et même famille. Bien entendu, il y a eu la guerre froide et cette politisation des droits humains qui a continué jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais cette Déclaration universelle des droits de l'homme était très claire à ce niveau-là, en 1948. On précisait que toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Quelques années plus tard, en 1950, il y a une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme vous le voyez, ça a été voté à 35 voix pour, 9 contre seulement. Et là, on expliquait que l'idéal, ce que pouvait constituer l'idéal de l'homme libre, envisagé par cette Déclaration universelle des droits de l'homme, et cet idéal ne pouvait être atteint sans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, et que la jouissance des libertés civiques et politiques, et celle des droits économiques et sociaux, étaient liées et se conditionnaient mutuellement. Et donc, l'Assemblée générale avait confié le mandat à créer un seul pacte. Donc le pacte, afin de mettre en vigueur, parce que bon, le fait qu'il y ait des résolutions, etc., ça ne suffit pas. Il faut les mettre en vigueur, ces pactes-là, il faut faire en sorte que ces droits puissent être garantis. Et il faut laisser des recours aux victimes, finalement, des violations. Malheureusement, l'aspect politique, on a fait autrement. Là, vous aviez bon, le bloc socialiste, avec l'URSS en tête, qui faisait le porte-étendard des droits économiques, sociaux et culturels. Et de l'autre côté, le bloc occidental qui disait que non, en fait, le plus important, c'est les droits civils et politiques. Et c'est ça qui doit primer. Donc, avec toutes ces tractations, en 52, 2 années plus tard, adoptée par 27 voix contre 20, il y a eu cette résolution. Bon, finalement, l'Assemblée générale a dit non, finalement, ne rédigez pas un seul pacte des droits humains, mais rédigez 2 pactes relatifs aux droits de l'homme, l'un sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques et sociaux, afin que l'Assemblée générale puisse approuver ces 2 pactes simultanément et les ouvrir à la signature à la même date, etc., etc. Donc, cette résolution a fait en sorte que la Déclaration universelle, là vous avez Eleanor Roosevelt, qui tient cette Déclaration universelle des droits de l'homme, mais la résolution que je viens de mentionner a fait en sorte qu'il y a une espèce de mur qui s'est érigé, mur très, très artificiel, entre les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques. C'était extrêmement artificiel et le résultat, c'est que bon, on avait un pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et un pacte relatif aux droits civils et politiques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, bien entendu, un développement complètement asymétrique. Parce que le pacte relatif aux droits civils et politiques a pu profiter d'un mécanisme de recours, qui était le protocole facultatif à ce pacte, qui permettait à des victimes de violation de droits civils et politiques de déposer plainte. Donc un recours quelconque contre l'État qui avait violé des droits fondamentaux. Alors que disait le pacte relatif aux droits civils et politiques? Le plus important, c'est cet article du pacte, l'un des articles les plus importants, où on mentionne que chaque État partie au pacte, donc ils ont ratifié le pacte, l'engagement c'était que par son propre effort et par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur les plans économiques et techniques, au maximum des ressources disponibles. Donc on concevait bien qu'on ne pouvait pas comparer tous les États et les mettre sur le même plan. Il y a des États qui sont beaucoup plus riches, d'autres un peu plus pauvres. Donc on disait au maximum des ressources disponibles et en vue d'assurer progressivement. On comprenait également que pour certaines dispositions, certaines obligations, ne pouvaient pas se faire du jour au lendemain. Donc on prévoyait que ça devait se faire de façon progressive. Le plein exercice des droits reconnus
dans le présent pacte, par tous les moyens. Donc, l'État, si vous voulez agir de bonne foi, se devait de prendre toutes les obligations et tous les moyens appropriés afin de faire respecter les dispositions. Alors, cette disposition, ces obligations de l'État, c'était de respecter, c'est-à-dire de ne pas entraver ses droits économiques, socioculturels, de protéger, de faire en sorte que si vous avez un droit fondamental, que ce soit le Canada ou le Burkina Faso, on ne vienne pas violer ces droits, et finalement de les mettre en œuvre. Donc en signant, en ratifiant ces pactes, un État s'engage d'agir de bonne foi. Enfin, c'est la théorie. Ce qui a fait en sorte que cette asymétrie a été mise en branle, c'est qu'il y a eu tellement de mécanismes de plainte de 1966 jusqu'à 2008, finalement pour n'importe quel sujet qui était fondamental, bien entendu, mais malheureusement, les droits économiques et sociaux semblent ne pas avoir besoin de mécanismes. Par exemple, le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques que j'ai mentionné, a été mis en vigueur en 1966, a suivi le protocole sur la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, en 1999. En 2000, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits des enfants concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. Ensuite, la Convention relative aux droits des enfants concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants, la pornographie, mettant en scène des enfants, en 2000. 2002, protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Finalement, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2006. Mais bon, si vous étiez, si vous aviez, votre droit à la santé était violé, si vous étiez mal logé, si vous étiez sous-alimenté dans un pays quelconque, bah, vous n'aviez pas de recours au niveau international, en tout cas, contre l'État dans lequel vous viviez. Ce qu'on voit dans le débat depuis en fait la guerre froide jusqu'à maintenant, et on répète ça ad nauseam, c'est des argumentaires contre les desks. On les considère comme des options politiques, tributaires de la volonté du législateur. On dit que c'est des bonnes intentions, hein, des utopies, des programmes, des aspirations morales. Leur application est progressive. Donc on peut prendre notre temps pour les faire respecter. Et que de toute façon, ils ont un caractère vague, imprécis. Et en plus, il y a des obligations positives. C'est que ça coûte cher, finalement, pour l'État. Donc, les droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent pas être justiciables. Un auteur intéressant, Craig Scott, a fait un tableau au sujet de cet argumentaire, justement, et des critiques qu'on présentait à l'égard des droits économiques, sociaux et culturels. On disait, oui, d'un côté, les droits économiques et sociaux, c'est des obligations positives. Les droits civils et politiques, non, ce n'est pas des obligations, ça coûte pas cher de faire garantir des droits civils et politiques. Encore une fois, c'est au niveau des coûts, alors que les droits civils et politiques, ça coûte rien. C'est les arguments qu'on présentait. Comme je vous l'ai dit, c'est progressif, alors que les droits civils et politiques, ça a effet immédiat. C'est plutôt vague, les droits économiques, sociaux et culturels, tandis que les droits civils et politiques, c'est très très précis. Que la gestion est extrêmement complexe, alors que les droits civils et politiques, c'est facile de gérer ça et de les appliquer. En plus, politiquement, idéologiquement, ça peut diviser, alors que c'est pas du tout idéologique, les droits civils et politiques. Et bien entendu, c'est non justiciable, alors qu'on peut amener ces causes devant les tribunaux au niveau des droits civils et politiques. Et finalement, c'est des aspirations, alors que le droit civil et politique, c'est concret, hein, le droit de ne pas être torturé, de ne pas être exécuté, etc. Pour répondre un peu à ces critiques, l'obligation positive, on mentionne, y a-t-il des droits qui ne nécessitent pas une allocation de ressources pour être protégés? On parle de droits civils et politiques, par exemple l'administration de la justice. Ça coûte cher l'administration de la justice. Pourtant c'est un droit civil et politique. On ne peut pas nier ça, c'est un exemple classique, mais ça revient tout le temps. Allocation des ressources pour atteindre un objectif. Mais caractère imprécis. L'imprécision, on parle de caractère vague et imprécis des droits économiques et sociaux. Est-ce que ce n'est pas nécessairement le résultat du fait que
il n'y a pas suffisamment de tribunaux qui a réussi à se pencher dessus, donc cette exclusion de cette procédure d'adjudication, afin de clarifier un peu plus les obligations de l'État. Pourtant, le comité des droits économiques et sociaux de l'ONU a fait beaucoup d'observations générales. Le système qui existait actuellement, c'est que finalement, on pouvait faire part, on demandait des comptes à l'État, aux différents États, on faisait part d'observations finales au niveau du respect qu'ils avaient par rapport au pacte relatif aux droits civils et politiques. Mais ça ne suffisait pas parce que bon, ça ne permettait pas à des juges, par exemple, de se pencher sur un cas pour essayer de clarifier, de bien interpréter les dispositions. Application progressive, le pacte, ce qu'on oubliait également de dire, c'est que le pacte imposait également des obligations ayant un effet immédiat. Par exemple, l'obligation au niveau de la droit de la santé, je parlais tout à l'heure avec le PFSI, de ne pas discriminer. C'est une obligation immédiate. On ne va pas prendre des années pour appliquer une telle politique. Bon, petit à petit, on arrive à cette renaissance des droits économiques et sociaux et culturels. Cette renaissance est bien entendu due à leur nature, qui est loin d'être vague, imprécis, comme on l'a mentionné, mais également à cette jurisprudence nationale, régionale et internationale. Et je vais faire un survol tout à l'heure de ces différentes jurisprudences-là. Et également des comités, des instances régionales comme la Cour interaméricaine des droits de l'homme ou encore le Comité européen des droits sociaux. Si vous permettez, je vais prendre des questions à la fin. Il y a également ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de rhétorique qu'on avance souvent au niveau de l'interdépendance, l'indivisibilité, l'universalité des droits humains. Je vais me pencher tout simplement sur cette universalité des droits humains. C'est quoi exactement? On parle d'universalité des droits humains. Je l'ai mis contre le relativisme parce que c'est l'adversaire qui vient souvent à ce niveau-là. Alors c'est plutôt des questions que je pose, que des réponses que je fournis. Mais l'universalité est-elle vraiment une négation de la diversité culturelle? Est-ce que ce relativisme culturel et même politique constitue une menace à l'universalité des droits de l'homme? Il y a une déclaration à Bangkok, quelques jours avant une conférence internationale sur les droits humains à Vienne, où plusieurs pays de l'Asie ont mentionné que recognize that while human rights are universal in nature, they must be considered in the context of a dynamic and evolving process of international norm setting, bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds. Donc, c'est très très important pour ces pays-là de tenir compte du passé, de tenir compte de toutes les particularités. Et peut-on vraiment questionner la neutralité du langage universel des droits de l'homme? Beaucoup viennent nous dire que bon, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a un caractère eurocentriste. Ça a été fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par ceux qui contrôlaient un peu le monde à cette époque-là. Est-ce que les pays colonisés ont eu leur mot à dire à ce niveau-là? Et finalement, la question que je me pose, c'est: les êtres humains n'ont-ils pas des droits communs qu'on puisse appliquer de façon universelle? L'autre partie, l'indivisibilité des droits humains. Il y a une situation très intéressante d'un juge de la Cour suprême en 2007, des Philippines en 2007, qui mentionne « For what good is not being arrested if one is already incarcerated by the prison of poverty? What good is freedom of expression if the only idea you can mumble are words for begging foods? What good is freedom to think on the part of the ignorant who is even ignorant of his ignorance? What is the right to property to him who is shirtless, shoeless and roofless? What good are political and civil rights to those whose problem is how to be human? » J'ai l'impression que cette citation explique bien cette nécessité et cette indivisibilité entre les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux et culturels qu'on tente de séparer. En fait, ce concept revient déjà en 1968 lors de la conférence sur les droits de la personne à Téhéran en 1968,
où on mentionnait que les droits de l'homme et les libertés fondamentales étaient indivisibles. Que la jouissance complète des droits civils et politiques était impossible sans celle des droits civils, celle des droits économiques, sociaux et culturels. Et on revenait également dans le même registre en 1993, tout en essayant de gérer un peu tout ce qui c'était la déclaration de Bangkok que j'ai mentionné tout à l'heure, et les particularités et le relativisme surtout, pour mentionner que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité, et en leur accordant la même importance. Je parle également de jurisprudence qui viennent nous rappeler qu'on ne peut pas nécessairement mettre un mur entre les droits économiques, socioculturels et les droits civils et politiques. Dans cette décision, vous savez, comme je vous ai expliqué, le pacte relatif aux droits civils et politiques, il y a eu un organe qui permettait aux victimes potentielles de déposer des plaintes contre les États qui étaient partis au pacte et au protocole facultatif. En l'occurrence, il y a dans ce cas-là, qui relève du comité des droits de l'homme, donc normalement on juge tout ce qui touche les violations des droits civils et politiques. Le comité des droits de l'homme, dans un cas contre la Hollande, vient mentionner que le lien justement entre les droits civils et politiques, donc le pacte relatif aux droits civils et politiques et le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en parlant de overlapping of provisions donc du pacte relatif aux droits civils et politiques et le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et le comité is of the view that the International Covenant on Civil and Political Rights would still apply, even if a particular subject matter is referred to or covered in other international instruments. On ne peut pas faire autrement. Vous avez des droits qui sont intimement reliés. On ne peut pas dire, bon ben voilà, ça c'est un droit civil et politique, ou ça c'est un droit économique, social et culturel. Comme ils n'ont pas de mécanisme de plainte, on peut pas, le comité des droits de l'homme ne peut pas jeter un coup d'œil et puis l'évaluer. Alors que le comité l'a fait en l'occurrence, il a eu le courage de le faire, au moins dans cette décision et dans d'autres décisions. Je parlais tout à l'heure du droit de recours qu'auraient finalement les victimes. Comme je vous avais dit, de 1966 jusqu'à 2008, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien qui permettait au niveau international de pouvoir poursuivre un État pour des violations de droits économiques, sociaux et culturels. En 2008, 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, il y a eu un protocole qui a vu le jour. En fait, ce protocole n'est pas encore en vigueur. Ça prend à peu près 10 pays pour qu'il puisse être en vigueur. Donc 10 pays doivent le ratifier, pas simplement le signer, doivent le ratifier. Et pour l'instant, il y en a 8 qui l'ont fait depuis 2008. Donc c'est une question de temps pour que ce protocole puisse être mis en vigueur. Et c'est également, c'est clair qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ça va pas changer les choses du jour au lendemain, mais ça va permettre, ça va donner un recours à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que si vous commencez à poursuivre, je ne sais pas moi, l'État canadien, prenons par exemple cette histoire du programme fédéral de santé intérimaire. Vous avez poursuivi le gouvernement canadien et puis vous avez pas eu gain de cause ou vous avez épuisé tous les recours internes au niveau de l'État canadien. Et puis si le Canada a ratifié ce pacte, et c'est clair qu'il ne le fera pas demain matin, en fait, ce qu'ils ont fait déjà avec le gouvernement libéral et après avec le gouvernement conservateur, c'est qu'ils ont tout fait pour essayer de dire que ce n'était pas nécessaire d'avoir un tel pacte, qu'on a suffisamment de mécanismes possibles et que finalement, ce n'est pas des droits nécessairement importants pour qu'on puisse mettre un pacte et puis finalement qu'on crée des mécanismes de contrôle par rapport à l'action de l'État. Ces pays ont été un peu plus courageux, de l'Argentine jusqu'à la Slovaquie, ils ont ratifié. Donc pour moi, c'est une question de temps avant que ce protocole facultatif puisse voir le jour et être en vigueur. Louise Arbour, en mars 2008, parlait de cette pièce manquante dans cette famille de droits humains et disait que c'est vraiment a milestone in the history of the universal human rights system. It will mark a high point of gradual trend towards a greater recognition of indivisibility. Donc tout ce qu'on a vu, c'est tout simplement une reconnaissance que oui, on est arrivé à une certaine maturité au niveau des droits économiques et sociaux, qu'on a tout fait finalement pour essayer d'écarter
de hiérarchiser, si vous voulez, les droits humains, en les considérant toujours comme les parents un peu plus pauvres des droits humains. Mais la jurisprudence que j'ai mentionnée, qu'on va voir un peu plus en détail, et ce protocole a permis de donner un peu plus d'espoir aux victimes. Je vais le passer rapidement avec vous. Pardonnez-moi, c'est un survol peut-être un peu technique qui pourrait intéresser certains avocats, mais pas nécessairement tout le monde. Qui peuvent être les auteurs de cette communication? Donc quand vous allez déposer une plainte par rapport à un État, que ce soit des particuliers ou des groupes, il y a une possibilité de déposer des plaintes contre l'État en question. Et bien entendu, on a parlé de mécanismes qui permettaient à des personnes de déposer plainte. Et ce mécanisme semble être un peu un super protocole qui enrichit un peu de l'expérience des mécanismes antérieurs. Bien entendu, comme j'ai mentionné, il faut absolument récuser les recours internes. Et puis c'est un peu nouveau, mais apparemment, on a 12 mois des épuisements pour essayer de prendre les mesures et de déposer une plainte. Il y a des mesures provisoires qui peuvent être prises. Encore une fois, je reviens avec le PFSI qui semble assez urgent. Mais si on se rend compte qu'il y a des préjudices irréparables qui peuvent être soumis, il y a un moyen d'aller de l'avant et de demander à ce que l'État prenne des mesures dans des circonstances exceptionnelles, comme on le fait des fois dans les cas de tout ce qui touche les droits civils et politiques. Monsieur, par exemple, va se faire exécuter, et il y a une nécessité que l'État puisse prendre des mesures provisoires. Donc le comité des droits de l'homme, en l'occurrence, par exemple, pour les droits civils et politiques, va demander à l'État qu'il y ait des mesures qui puissent être prises pour protéger les droits fondamentaux ou la vie de certaines personnes. Bon, après, on va au niveau de l'enquête. Mais l'enquête également, ce protocole est loin d'être parfait. Et c'est également le résultat de beaucoup de politiques. Il y a beaucoup de pays comme le Canada ou les États-Unis qui ont tout fait pour dérailler ce protocole. Et puis on peut voir que bon, ils ont quand même une grande marge de manœuvre, parce que on mentionne ici à cet article-là, lorsqu'il examine les communications qui sont en vertu du protocole, le comité qui peut donc décider du bien fondé de la demande qu'on présente détermine le caractère approprié des mesures prises par l'État partie. Donc l'État partie peut faire par une panoplie de mesures qu'il aurait prises afin de s'assurer qu'ils répondent à ces définitions-là. Et puis il faut voir un peu comment la jurisprudence va évoluer pour voir la définition précise qu'on va donner à cet article-là. Le comité peut également inviter l'État partie à lui soumettre un complément d'information sur les mesures prises en réponse à ces constatations. C'est que finalement, il n'y a pas un pouvoir coercitif, hein, c'est quand même, on n'est pas dans un tribunal, c'est une instance quasi-judiciaire internationale qui va faire part de constatations et des recommandations. Le problème, c'est que quand vous avez ces constatations et ces recommandations, il faut voir comment ça se concrétise, tout ça. Et il y a des articles qui sont prévus pour que, normalement, avec le comité des droits de l'homme, il y a un rapporteur spécial qui est chargé des suivis, qui va suivre un peu les recommandations. Mais dans ce cas-là, on prévoit également une possibilité de suivre les recommandations. Puis finalement, j'en arrive au défi. Comme je vous disais, préciser les DES, qui est les obligations des États, recevoir des communications, suivi des recommandations, réalisation effective des DES, ça reste clairement des défis pour ce protocole qui, encore une fois, est loin d'être parfait, mais qui en même temps donne de l'espoir. Je pense que juste sa présence va faire en sorte que peut-être beaucoup de gouvernements vont légiférer, beaucoup d'États vont légiférer afin de respecter les dispositions de ce protocole, s'ils veulent avoir une image acceptable sur le plan international. J'avais parlé de quelques décisions tout à l'heure qui ont réussi à faire un peu changer la vision et permettre une espèce de renaissance des droits économiques et sociaux et culturels. Une première décision, c'était en Irlande, où la Cour européenne des droits de l'homme est venue dire qu'il n'existe aucune cloison étanche entre les droits civils et politiques, et les droits économiques, sociaux et culturels. Encore une fois, ça revenait confirmer cette espèce d'asymétrie artificielle qu'on tentait d'imposer entre les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques. Mais là, c'était quand même la Cour européenne des droits de l'homme qui venait mentionner ça. Par la suite, bon, on avait eu la
l'essence du Comité européen des droits sociaux avec la charte sociale européenne. Là, je vous cite un autre exemple au niveau de la Bulgarie, où la Bulgarie avait été poursuivie par le Centre de défense des droits des personnes handicapées mentales, parce que justement les enfants qui vivaient dans ces foyers pour handicapés mentaux n'ont reçu aucune éducation. Et puis, la spécificité du système européen, c'est que bon, ils ont un système à la carte, donc on peut choisir un peu certains droits qu'on va respecter, et puis d'autres, on ne va pas nécessairement les choisir, parce que c'est un système tout simplement à la carte, qu'on a essayé d'imposer également au protocole relatif aux droits civils, aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais dans ce cas-là, la Bulgarie a dit, écoutez, moi je ne suis pas lié par ces dispositions qui m'obligent de donner une éducation à ces enfants-là. Et le comité est venu dire qu'on ne peut pas délimiter comme ça artificiellement des champs en disant que bon, ben, voilà le champ d'application matérielle de chaque article ou paragraphe de manière aussi étanche que ça. Et comme le précisait Larry Airy contre l'Irlande, il n'y a aucune cloison étanche entre ces droits-là. En Afrique du Sud, il y a d'autres pays qui ont été vraiment des leaders dans ce domaine-là, notamment l'Afrique du Sud, probablement avec le passé qu'ils ont subi. Et il y avait une décision intéressante, Minister of Health contre Treatment Action Campaign, c'est au niveau du refus justement du gouvernement sud-africain de prendre des mesures afin de donner des médicaments antirétroviraux aux femmes enceintes atteintes du sida. Donc si on parle de droit de la santé, c'est quand même l'obligation de l'État de fournir, de permettre à ces femmes enceintes d'avoir une santé adéquate. Et encore une fois, le tribunal a eu le courage de préciser que issue concerning socio-economic rights is just likely to require a court to evaluate state policy and to give judgment on whether or not it is consistent with the Constitution. Donc on ne refusait pas. Rappelez-vous l'argumentaire, on disait que c'est des droits non justiciables, donc on ne peut pas les amener, on ne peut pas finalement les évaluer en bonne et due forme et puis émettre un jugement là-dessus. Encore une fois, ça prouve le contraire. En Inde, il y a été également une juridiction très très intéressante au niveau droit économique et socio-culturel. Il y avait un cas où People's Union for Civil Liberties contre Union of India and others, le droit à l'alimentation, le droit à la vie. Et là, au niveau de la Cour suprême, c'est Jean Ziegler, le rapporteur spécial des Nations Unies, assez connu, qui mentionne que dans cette décision, la Cour suprême a finalement ordonné au gouvernement de faire quelque chose qu'il refusait de faire. Directed all destitute people be identified and included in the existing food-based schemes and directed state government to implement fully all the schemes afin d'épargner un peu la souffrance des mal nourris en Inde. And the orders of the Supreme Court in this case have transformed the policy choices of the government into enforceable, justiciable rights of people. Encore une fois, c'est une preuve de plus que c'est des droits justiciables, contrairement à ce qu'on tente d'expliquer. Donc il y a des conséquences claires sur l'action gouvernementale. Alors, que nous réserve dans ce cas-là l'avenir? Ça peut être un idéal, mais encore une fois, avec tout ce qu'on a vu juste au cours de 2011, on peut toujours rêver. J'ai l'impression qu'il faut que ces mécanismes de protection soient rationalisés en un tribunal international des droits humains, des droits de l'homme, puisqu'on est un peu éparpillé. Vous avez vu tous les mécanismes de protection qui existent actuellement. Mais si on retourne dans les années 40, on dit qu'il y avait un seul pacte relatif aux droits de l'homme, aux droits humains, qui devait exister, et le cours de l'histoire a fait en sorte que, bon, ils ont été artificiellement séparés, et il y a eu un développement asymétrique au niveau des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels. Maintenant, on est arrivé à une étape où finalement, je pense qu'on est prêt à un tel tribunal qui va juger justement à l'abri de tout ce qui est politique, etc., les droits humains, sans distinction aucune entre les droits civils et politiques et les droits relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors il est aujourd'hui difficile de critiquer l'importance des desks et de douter des conséquences graves de leur violation. Les critiques quant à la nature des droits économiques et socioculturels n'ont pas encore réussi à ébranler
l'union et l'unité, surtout des droits humains. Malgré l'espoir que suscite cette renaissance TTS, les défis continuent à persister pour leur mise en œuvre effective. Une fois le nouveau protocole en fait, que j'ai mentionné en vigueur, il faudra s'assurer du suivi des constatations, que ça se fasse en bonne et due forme, afin que ce protocole ne devienne pas un ornement juridique. Par ailleurs, bien entendu, il serait illusoire de croire que ce protocole, ou tout autre instrument juridique en fait, pourra mettre fin du jour au lendemain à toutes les violations des droits économiques et sociaux. Mais au moins, il formera une espèce de résistance contre cette injustice, contre cette misère sociale. Et je crois, à mon humble avis, que c'est mieux cette forme de résistance, même si ce n'est pas une résistance parfaite, ça reste juridique, que de se résigner face à cette fatalité que bon, il y aura toujours des gens qui auront faim dans le monde, il y aura toujours des gens qui n'auront pas droit à l'éducation, il y a toujours des gens qui seront mal logés, que ce soit sur le plateau ou à Ouagadougou. Mais bon, reste que j'ai l'impression que c'est une nécessité de se tenir debout et de faire valoir l'importance de ces droits économiques, socio-culturels, comme le faisaient les gens qui brandissaient des baguettes et d'autres pains dans les rues de Tunis ou du Caire. Il faut constamment également rappeler aux États leur obligation au niveau international. Parce que quand vous ratifiez des conventions, des pactes, etc., vous vous engagez au niveau international. Vous vous engagez d'agir de bonne foi. On ne peut pas se permettre de signer, de ratifier des documents et du jour au lendemain de venir dire bon ben voilà, c'est ridicule ce que le rapporteur a dit, c'est trop condescendant. Qui vous êtes-vous pour venir nous dire, nous, un État qui a toutes ses richesses, d'agir de telle ou telle autre façon? Ça relève de tout ce qui est le droit international, avec toutes ses limites, avec toutes ses faiblesses. Il y a quand même des instruments qui peuvent faire en sorte qu'on peut aller de l'avant et utiliser ces outils d'émancipation pour moi. Enfin, je finirai par une citation finalement de l'ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe, Marcelino Oreja, qui mentionnait que cette reconnaissance solennelle de l'unité du destin humain, c'est ça en fait qui va permettre de réaliser cette vision unifiée des droits humains. Je vous remercie. Alors je vous en prie pour les questions. Vous avez répondu à la question. J'ai déjà répondu aux questions. Ouais.